Comme je vous disais, merci beaucoup à tous d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur l'évolution de la protection sociale dans la fonction publique. C'est un sujet passionnant et vraiment d'actualité. Et on voit que ça continue encore ces derniers jours. Moi, je suis Jean-Nicolas Marillet, je suis senior manager chez Actuelia. J'interviens principalement sur les missions de tarification, de souscription, de suivi technique, mais également sur les missions Solvabilité 2. Bonjour à tous, je m'appelle Manda Khairos, je suis actuaire senior dans le cabinet Actuelia. Donc ça va faire 7 ans que j'accompagne différents acteurs sur des sujets de tarification, santé, prévoyance, souscription avec Jean-Nicolas notamment, et aussi sur des missions de solvabilité 2, d'audit et autres études actuariales. Alors, pour ceux qui nous connaissent et qui ont l'habitude, Actuelia, on a un cabinet de conseil en actuariat. On intervient vraiment sur tous les sujets techniques, donc comme on l'a dit, tarification, souscription, solvabilité 2, IFRS 17. On est aujourd'hui 35 consultants et on est créé depuis 2013 et avec Franck Boukobza, David Fitouchi et Louis-Anselme Delamaz comme associés. À travers nos missions, on accompagne plus d'une centaine de clients, certains qui ont déjà comme sujet principal la fonction publique, d'autres qui ont des petits portefeuilles labellisés et d'autres qui n'en font pas. Et donc, d'où l'intérêt de ce webinaire pour parler avec vous tous de ces sujets. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, donc le 17 février 2021, il y a eu une ordonnance relative à la protection sociale complémentaire qui a été publiée, qui concerne la fonction publique. Donc, cette ordonnance va redéfinir toute la protection sociale des fonctionnaires et donc en santé et en prévoyance, et va imposer la participation de l'employeur pour l'ensemble des 3 fonctions publiques. Donc, si on fait un petit état des lieux de la fonction publique, la fonction publique d'État la plus importante comporte 2,5 millions d'agents avec une parité quasiment respectée entre les hommes et les femmes. Il y a la fonction publique territoriale avec un peu moins de 2 millions d'agents et 61% de femmes. Et la plus petite, nous avons la fonction publique hospitalière avec 1,2 million d'agents et une très forte majorité de femmes. Donc, cela représente un marché potentiel de 5,6 millions d'agents. À ces agents, on rajoute leurs ayants droit, qui sont pris en compte aujourd'hui dans les premiers accords qui ont été sortis pour la FPE, et aussi les retraités. Alors, nous savons déjà qu'aujourd'hui, pour la FPE, parce qu'on a déjà les premiers rapports qui ont été publiés récemment, les retraités sont intégrés dans ce nouveau régime, mais du coup, qui pourront peut-être l'être aussi pour les 2 autres fonctions publiques hospitalières et territoriales. En termes de risque, donc c'est 3 profils vraiment différents. Nous avons la FPH qui est, comme l'avons vu, qui est très féminine, qui a un âge de départ à la retraite moyen de 60 ans, qui correspond à peu près à 3 ans plus tôt que dans le secteur des salariés. Donc, c'est une population beaucoup plus féminine, et on sait qu'actuellement parlant, c'est pas pareil. C'est des populations beaucoup plus jeunes et qui partent plus jeunes aussi à la retraite, donc ça ne se gère pas forcément de la même façon. Nous avons aussi une FPT qui est très localisée par définition. Les contrats se négocient au niveau des régions, c'est par bassin, donc c'est très centralisé géographiquement dans les régions et dans les métropoles. Et concernant la FPE, donc la fonction publique d'État, on peut avoir des disparités très fortes en termes d'effectifs et aussi en termes de localisation. Alors, par exemple, pour l'effectif, il y a quasiment 50% des agents de la FPE qui font partie du ministère de l'Éducation nationale. Et en termes de localisation, on sait que Paris centralise beaucoup de ministères et que la région Île-de-France est une métropole très centralisée en termes d'effectifs de la FPE. Donc, ces 3 risques sont très différents d'un point de vue actuariel, mais aussi d'un point de vue en termes de garantie, comme nous allons le voir. Alors, effectivement, on a vraiment des risques très différents du risque salarié auquel on peut être habitué sur la partie prévoyance.
On a l'habitude d'avoir un risque arrêt de travail, incapacité 3 ans au maximum, plus de l'invalidité derrière jusqu'au départ à la retraite. Et le mode de fonctionnement de la prévoyance des fonctionnaires est un mode de fonctionnement avec des états qu'on appelle le congé maladie ordinaire, le congé longue maladie et le congé longue durée, qui ont des durées de 1, 3 et 5 ans. Avec d'autres États qui peuvent aussi exister, mais ce sont les principaux, avec des passages entre ces différents États et une potentielle rétroactivité des États. Ce qui fait que quand on veut gérer du risque prévoyance qu'on appelle du risque statutaire, on a vraiment des particularités à prendre en compte. Et d'un point de vue purement technique, on a une vraie vision de la sinistralité 8 à 10 ans après avoir souscrit des portefeuilles. Donc on est vraiment sur un risque qui ne s'appréhende pas de la même façon que du risque classique salarié et des vraies problématiques de gestion, puisqu'on a ces effets de rétroactivité et d'attente de parfois d'éléments qui font qu'on met un peu de temps à s'apercevoir qu'un portefeuille peut être déficitaire ou rentable. C'est vrai que c'est une vraie différence qu'on note entre la fonction publique et les salariés. Sur la santé, on n'aura pas ces sujets de différence. Ça reste une prestation santé classique, mais on voulait vous faire un petit zoom. Alors, un peu une vision simplifiée, mais pour vous expliquer que vouloir aller sur du risque statutaire en prévoyance, ça se réfléchit aussi. Et ces particularités-là font que, même en termes de gestion, c'est aussi plus compliqué, avec beaucoup plus de cas complexes que le risque salarié habituel. Alors, aujourd'hui, dans les fonctions publiques, on avait 3 dispositifs, si on peut dire, différents. Le premier dispositif, qui était le dispositif de la fonction publique d'État, où on a fonctionné par référencement, avec des référencements qui étaient un contrat collectif facultatif. Il y a eu une première vague de référencement où, globalement, les mutuelles historiques des fonctionnaires ont conservé leur marché. On a une deuxième vague qui a été assez récente où finalement il y a eu des nouveaux entrants sur ces marchés-là. Et cette durée de 7 ans plus 1 an. À l'autre bout, on a la fonction publique territoriale qui, à travers les collectivités, ont pu émettre des délibérations de façon à prévoir une participation de l'employeur, soit dans le cas de souscription d'un contrat individuel facultatif qu'on appelle contrat labellisé. Alors, labellisé, il fallait répondre à certains critères et notamment être passé par la labellisation par un cabinet d'actuaires conseils comme Actuelia. Et puis, on avait aussi le même mode de fonctionnement un peu que le référencement via contrat collectif facultatif qu'on appelait convention de participation et qui avait une durée différente, qui ont une durée différente puisque à la fois le référencement et à la fois la convention de participation ne s'arrêtent pas aujourd'hui, elles vont aller jusqu'au bout et s'éteindre et les nouveaux dispositifs prendront le relais. La fonction publique hospitalière, en revanche, elle, n'avait pas spécialement de dispositif en œuvre. Il y avait des choses, mais pas aussi bien organisées que les 2 éléments de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. Ces différences aussi de système ont conduit finalement aussi à des différences de participation de l'employeur à ces différents risques. Quand on a les rapports qui sont à disposition, on a une fonction publique d'État qui participait à peu près à hauteur d'€1 par mois, 12 € par an par agent, avec disparité par ministère. Hein. Et quand on a parlé de référencement aussi, il y a un ministère, le ministère de l'Intérieur, qui n'avait pas fait de référencement. Côté fonction publique territoriale, on a des participations employeurs qui, alors ça dépend des collectivités, des endroits, mais avec une participation en santé de 15 à 20 € par mois et en prévoyance de 10 à 15 € par mois. Puisque, on ne l'a pas dit précédemment, mais le dispositif actuel permet aussi de participer sur des couvertures prévoyance. Alors que demain, on aura aussi la santé et la prévoyance sur ces sujets. Alors, ces financements variables conduisent à finalement avoir une participation inexistante ou très faible en fonction publique d'État et on va dire moyenne sur la fonction publique territoriale. Donc, au final, cette ordonnance va redistribuer les cartes, va modifier tout ce qui existe actuellement. Alors, dans un premier lieu, l'ordonnance, donc, comme on l'a dit plus tôt, elle va rendre obligatoire justement cette participation de l'employeur à la protection sociale des agents. Donc, notamment pour la FPH, va avoir un impact parce qu'il y a un premier cadre qui va devoir être établi sur justement cette participation qui n'existait pas aujourd'hui.
Et en plus, ça va aussi impacter notamment la FPE, parce que nous avons une FPE qui participe à 1 euro par mois, mais là, maintenant, aujourd'hui, il y a un minimum qui va être mis en place avec un montant de participation obligatoire de 50% sur la base d'un montant de référence. Donc ça, concernant la santé. Concernant la prévoyance, alors dans l'ordonnance même du 17 février, il y a une participation obligatoire de 20% qui a été définie, mais seulement pour la FPT. Mais on sait déjà aujourd'hui, alors il y a déjà eu un premier accord pour la FPH concernant la prévoyance, on verra plus tard, et on sait déjà qu'il y a des délibérations qui sont en cours concernant la FPE pour justement étendre la participation aussi à la prévoyance collective. Donc, on a aussi une impression d'harmonisation entre les 3 fonctions publiques d'État, mais en termes de calendrier, ce ne sera pas forcément le cas. Nous avons déjà un premier impact dès le 1er janvier de cette année pour la fonction publique d'État, où la prise en charge en santé est passée à 15 euros par mois. Alors, on est passé de 1 euro par mois à 15 euros par mois dès le 1er janvier 2022, donc déjà un premier impact, donc, qui se ressent déjà pour les agents. Mais à partir du 1er janvier 2024, le 15 euros par mois va passer à 50% de la cotisation des frais de santé. Il y a aussi une autre évolution en termes de la durée du dispositif. Donc, on était sur du 7 plus 1 an. Là, on sera plutôt jusqu'à un dispositif qui pourra durer jusqu'à maximum 6 ans. Nous, comme l'a dit aussi Jean-Nicolas, le ministère de l'Intérieur n'est pas référencé et donc du coup devrait être a priori le premier à faire un appel d'offres public concernant la fonction publique d'État, et c'est ce qui permettra d'avoir une meilleure vision aussi de la mise en place de cette réforme pour la fonction publique d'État. Concernant les 2 autres fonctions publiques, nous avons une prise en charge des cotisations santé pour la FPT et pour la FPH à partir du 1er janvier 2026. Et nous avons une prise en charge des cotisations prévoyance à partir du 1er janvier 2025 pour la FPT, vu que de toute façon, pour la FPH, ce n'est pas prévu dans l'accord. Alors, on propose un zoom un peu sur l'accord de la fonction publique d'État et on va détailler certains points par ailleurs. Déjà, ce qu'il faut dire sur cet accord, c'est qu'il est relativement précis. On va beaucoup dans le détail. On est allé jusqu'aux dispenses d'affiliation, c'était prévu, hein, mais on a redéfini les dispenses d'affiliation à la manière du collectif, ce dont on a l'habitude sur du collectif classique. On a redéfini un peu le cadre de la négociation, en tout cas le cadre des appels d'offres et des mises en concurrence qui pourront être réalisées par les ministères, avec les grilles de notation, avec les critères à prendre en compte. Donc, on a un accord finalement qu'on trouve assez précis et plutôt de bonne qualité. D'autant plus de bonne qualité, au-delà du jugement sur cet accord, que les garanties aussi, on va faire un zoom juste après, sont relativement élevées. On est au-delà du panier de soins. Et puis, on propose aussi de nombreux forfaits, de petits forfaits qu'on vous détaillera en partie. On a, et ça, en tant qu'actuaire, c'est un peu le nerf de la guerre, mais c'est vraiment ce qui nous intéresse, et on va vraiment zoomer dessus, les contraintes techniques sur la tarification, à la manière où il y avait des solidarités intergénérationnelles et familiales dans les référencements et dans les conventions de participation ou la labellisation. Eh bien, on va retrouver des mécanismes un peu identiques sur des contraintes dans les aspects tarifaires qui joueront hein, sur le montant de cotisation qu'on pourra calculer lors des mises en concurrence. On poursuit toujours avec une commission de pilotage et de suivi. Elles existaient déjà au sein des ministères pour suivre les référencements, mais en tout cas, on la remet en œuvre. Elle aura un rôle très spécifique que Morderak vous détaillera après, mais ces commissions-là pourront être aussi appuyées par des actuaires conseils, ce qui veut dire qu'il y aura aussi un niveau de compétence aussi en face un peu intéressant, et ce qui vous oblige aussi à être en tant qu'assureur, organisme assureur, assez précis dans ce que vous allez faire.
Et puis, dernier point qu'on veut remettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un accord frais de santé et qu'un accord prévoyant sur toute la prise en charge de la prévoyance statutaire sera intégré et a commencé à être négocié pour avoir, dans un second temps, un nouveau cadre sur ces points spécifiques. C'est un engagement de l'État pour la fonction publique d'État. Donc, on aura aussi d'autres choses à raconter, certainement, au cours de l'année ou l'année prochaine sur ce point. Alors, si on rentre un peu dans le détail, on a des garanties qui diffèrent du panier de soins et qui présentent une couverture. Alors, important sur certains postes, on va dire que sur les postes courants classiques, on est à 100% sur la consultation, donc on va dire que c'est un bon niveau, mais enfin, c'est le niveau minimal. Par contre, on va pouvoir monter sur de la prothèse dentaire à 375% de la base de remboursement. Par contre, nous, quand on lit cette grille, on voit qu'il y a beaucoup de petits forfaits de pharmacie prescrite non remboursée, de vaccins, de contraception, d'homéopathie, de médecine douce. On voit l'apparition de la médecine douce. On voit aussi la prise en charge de l'implant à 500 € par mois, de l'orthodontie non remboursée, qui est un acte qui est aussi de plus en plus pratiqué par les adultes. On voit aussi une chambre particulière à 50 € par nuit. Donc, on voit plein de petits forfaits et on a fait une première pesée actuarielle pour voir à peu près où se situait ce régime-là. Alors, la problématique d'une pesée actuarielle, c'est qu'il faut une démographie et que aujourd'hui, chaque ministère a une démographie qui va être un peu différente. Mais nous, on est sur un tarif d'équilibre entre 42 et 45 € par mois. Ça, c'est la cotisation hors taxe, hors chargement, qui serait sur une démographie un peu moyenne, ce qui représente un coût quand même assez important, parce qu'après, il faut encore rajouter effectivement les charges et les taxes. Du coup, on est sur un régime qui est relativement moyen de gamme sur ces points-là. À noter quand même que c'est un accord qui contraint à minima et que chaque ministère pourra négocier les garanties plus importantes et éventuellement aussi prévoir un niveau ou des niveaux optionnels que les agents pourront souscrire en propre directement. Donc, pour le coup, des garanties pour nous qu'on juge intéressantes. Sur ce prix, il y a un point très intéressant dans l'accord, c'est qu'on crée un élément qu'on appelle cotisation d'équilibre. Cotisation d'équilibre en euros, c'est stipulé, qui contient le coût moyen par bénéficiaire, ce qui veut dire finalement un peu la prime d'un adhérent classique, mutualisé parce qu'on est en contrat collectif. Et puis, on va ajouter les solidarités. On va voir après qu'il y a des mécanismes de solidarité qui sont inclus et cette cotisation d'équilibre contient bien les deux points. Donc ça, c'est un premier sujet. On a toujours un report entre certains bénéficiaires et d'autres. Mais deuxième point aussi assez intéressant, c'est que cette cotisation d'équilibre, elle va être financée à 50% par l'employeur État, à 20% par le bénéficiaire, l'adhérent, et directement en euros, ces deux premières cotisations. Et puis la troisième cotisation, elle, il est clairement stipulé dans l'accord que c'est une part solidaire, donc on introduit de la solidarité sur les revenus, calculée en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif, tel que défini dans les cahiers des charges. Ce qui veut dire qu'il y aura une liberté dans les cahiers des charges, potentiellement, pour proposer la prise en compte de primes ou de certaines primes dans le calcul de ces tarifications. Donc là, il y a un petit sujet technique intéressant pour nous, pour ce bout de prime variable, ce bout de cotisation qui va venir s'ajouter au dispositif. Comme je le disais précédemment, on peut avoir des dispenses d'affiliation, ce qui veut dire que cet équilibre aussi, en fonction des dispenses nouvellement situées, peut-être qu'il va un peu bouger. Et puis, en fonction aussi des solidarités, on va avoir un sujet à voir parce que ce mécanisme-là peut être contraignant en termes tarifaires. Donc, comme vient de le dire Jean-Nicolas, il y a aussi des solidarités qui ont été mises en place. Donc, concernant les retraités, les solidarités qui sont prévues, en tout cas dans l'accord concernant les FPE, sont un peu copiées, on va dire, de la loi E20. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui a été déjà mis en place pour les salariés dans le cadre de la loi E20, avec un plafonnement des cotisations à 175% du tarif d'équilibre. Alors, ce plafonnement est progressif, qui passe de 100% la première année de la retraite à 175% à partir de la 6e année, avec par palier de 25% à peu près.
Ces cotisations ne pourront plus augmenter à partir de 75 ans. Et les retraités, il y a une question qui se pose notamment pour les retraités, lors de la première mise en place de ce système. Nous savons, enfin, en tout cas, ce qui est prévu aujourd'hui pour la FPE, c'est que les retraités pourront rejoindre le système que au cours de la première année de la mise en place du dispositif et uniquement lors de la première mise en place. Alors après, chaque assureur pourra potentiellement les récupérer faire une proposition comme c'est déjà le cas dans le cadre des réponses pour les contrats collectifs des salariés. Concernant les ayants droit, les ayants droit ont aussi été pris en compte dans le cadre de l'accord de la FPE et il y a eu des maxima qui ont été mis en place avec une cotisation pour les enfants au maximum de 50%, de 50% de la cotisation d'équilibre pour les enfants de moins de 21 ans, de 100% pour les enfants de plus de 21 ans et une cotisation du conjoint au maximum à 110% de la cotisation d'équilibre. En plus de cela, il y a aussi la solidarité familiale qui a été maintenue, avec la gratuité à partir du troisième enfant de moins de 21 ans pour les familles les plus nombreuses. Concernant ces dispositifs, comme l'avait dit Jean-Nicolas un peu en introduction, il y a une commission de pilotage et de suivi qui va être mise en place afin de suivre justement les coûts et les éventuelles dérives de ces dispositifs. Alors, il y a plusieurs niveaux qui ont été définis. Il y a un premier niveau qui est de 5%. Lorsqu'on dépasse une dérive de 5%, il y aura une alerte qui sera lancée avec une production d'un BP sur 5 ans, une projection financière sur 5 ans pour anticiper éventuellement les dérives futures. Et lorsque la dérive dépassera 10%, tous les montants, tous les maxima que nous venons de voir, donc le 175% pour les retraités et le 110-50% pour les enfants, pourront éventuellement être annulés et on pourra éventuellement aller au-dessus de ces montants pour revenir à un équilibre. Quand on parle des 5% et des 10%, on parle bien des deux solidarités, donc concernant les retraités et concernant la solidarité familiale, c'est les 5% en cumulé et les 10% en cumulé. Ce n'est pas piloté c'est piloté de la même façon en même temps et ce n'est pas deux choses distinctes. Alors, on s'est un peu inspiré de la loi E20, mais on s'est aussi inspiré de ce qu'on fait au niveau des conventions collectives. On a rajouté des mécanismes supplémentaires qui sont venus qui viennent faire de la prévention. Donc, on aura aussi 0,5% des cotisations qui viendront alimenter un fonds de prévention, avec des actions de prévention qui vont devoir être ciblées sur les fonctionnaires, donc qui vont pouvoir être aussi adaptées en fonction de chaque ministère. Et ces critères-là seront jugés dans les réponses aux appels d'offres, donc un point assez intéressant. Et un deuxième mécanisme de solidarité sur un fonds d'action sociale spécifique, dédié, pour les bénéficiaires retraités à 2% des cotisations. Et donc, 2% de cotisation, ça fait quand même aussi beaucoup. Ça peut être assez attrayant d'avoir ce dispositif-là pour les retraités qui ne seraient pas dans les régimes. Donc aussi, c'est peut-être une incitation à faire basculer les retraités qui seraient ailleurs vers ce régime-là au cours de la première année en mettant en avant ces actions sociales. Vraiment, ces deux points-là, on s'inspire vraiment du haut degré de solidarité. Ça peut être des points différenciants dans les réponses qui vont être faites pour les assureurs, dans les réponses aux appels d'offres, aux mises en concurrence qui vont être faites, et sur lequel il ne faudra pas non plus négliger d'avoir des choses vraiment adaptées. On insiste beaucoup sur le technique parce qu'on est actuaire, mais il y a beaucoup de points dans les réponses et ceux-là sont, me semble-t-il, assez différenciants pour vous démarquer dans les réponses à appel d'offres pour ceux qui voudront se lancer sur la fonction publique d'État. Alors, on a parlé surtout de la fonction publique d'État pour l'instant parce qu'on a l'accord, donc on peut regarder ce qui se passe dedans. Aujourd'hui, il y a un projet de décret sur la fonction publique territoriale avec des participations minimales en euros qui ont été définies, a priori 7 € pour la prévoyance et 15 € pour la santé. Quand on voit ces montants-là, on se dit, par rapport à ce qui est payé aujourd'hui en moyenne, entre 10 et 15 € pour la prévoyance, entre 15 et 20 € sur la santé,
on a l'impression qu'on est un peu en dessous de ce qu'on fait. Et effectivement, en fait, tout ça va finalement dépendre du niveau de garantie qui reste à négocier, qui ont l'air d'être un point de négociation assez important. On partirait certainement en santé sur un panier de soins à nid, ce qui veut dire finalement on va s'aligner sur le collectif et on va laisser l'attitude à chaque collectivité, à chaque centre de gestion éventuellement, de pouvoir faire son offre un peu avec juste une participation minimale en euros qui n'est pas très contraignante. On pense que ces points-là vont peut-être quand même évoluer au cours des négociations. En revanche, sur la fonction publique hospitalière, aujourd'hui, on n'a pas encore de négociation claire, ouverte. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu dans l'attente de voir ce qui va pouvoir sortir. Et ce qui est intéressant quand on vous présente cette fonction publique d'État, c'est qu'on se dit que potentiellement, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière vont s'inspirer de ces règles pour peut-être adapter leur cadre de négociation, peut-être aligner les garanties ou les postes sur la fonction publique d'État, sachant qu'en termes de garantie, la fonction publique d'État a tiré un peu haut. En tout cas, c'est intéressant. Et puis, sur ces mécanismes de solidarité, est-ce que chaque fonction publique va reprendre un peu cette loi E20 adaptée ou faire autre chose? Là aussi, on est un peu dans l'attente de voir les seuils peut-être qui vont être différents, voir peut-être l'action sociale qui pourra être différente, etc. Donc, on est vraiment intéressé par la négociation, mais qui dit négociation dit que tout n'est pas encore figé. Et donc, ce qui veut dire que peut-être pour vous, en tant qu'acteur de l'assurance, peut-être que vous avez encore moyen d'aller influer un peu sur le cours des choses pour mettre en œuvre des mécanismes qui soient techniquement réalisables pour chacun. Voilà, du coup, vraiment, c'est notre fonction publique. On est aujourd'hui dans l'attente. On aimerait bien savoir ce qui se passe. Et quand on le saura, on reviendra faire certainement un webinaire avec Manderail pour vous expliquer les différences et les points communs. Aujourd'hui, on connaît le montant de participation a priori minima, c'est un projet, et les garanties. Il y a aussi des minima qui sont sortis sur la prévoyance, mais à voir ce qui en sortira réellement de cet accord. Alors, quels sont les impacts de cette réforme pour vous en tant qu'acteur de l'assurance? Clairement, il y a un premier impact fort sur votre stratégie, puisqu'il y a une opportunité de développement qui est assez incroyable. 5,5 millions d'agents qui potentiellement vont devoir rechercher une nouvelle complémentaire. Alors, ça ne va pas se faire directement tout le monde au 1er janvier 2026, ça va s'étaler, mais il y a une opportunité de développement. Mais en même temps, sur un marché qui aura des marges peut-être un peu plus contraintes que ce que vous avez aujourd'hui. On va passer sur une gestion collective ou semi-individuelle. On verra ce qui sort de la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, mais peut-être que les contrats individuels, et certainement une partie va conserver. Et du coup, il y a tout le sujet des retraités sur la fonction publique d'État qui fait que même si on ne reprend pas ces règles-là, il y aura peut-être une évolution de vos portefeuilles. Et donc aussi, il y a un regard à avoir stratégique sur vos portefeuilles pour savoir ce qui se cache dedans et se dire qu'il n'y a peut-être pas des plans de portefeuille qui vont partir incessamment sous peu, absorbés par le régime mis en place par le ministère et le suivi des retraités. On voit qu'il y a des mécanismes de solidarité qui sont mis en œuvre. Ça va peut-être être très intéressant pour un retraité, on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui, d'aller rejoindre un régime qui sera pour lui un gain économique fort et peut-être même une couverture plus importante pour pas beaucoup plus cher. Donc voilà, il y a un vrai impact stratégique de savoir si vous voulez vous positionner ou pas. Beaucoup d'entre vous ont déjà peut-être des portefeuilles, ont peut-être déjà décidé de leur stratégie et savent qu'ils veulent y aller. Mais du coup, ces aspects-là sont vraiment prenants et vont se décliner opérationnellement sur toute la chaîne de valeur de vos organismes. En effet, si justement le choix est pris d'aller sur ces marchés-là, justement, on va voir que ça va impacter pas mal de choses sur votre organisme. On va commencer par la gestion, puisque pour gérer ces contrats-là, c'est des outils de gestion différents, c'est une gestion différente, le collectif et l'individuel, ou même que ce soit le facultatif et l'obligatoire, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes aussi garanties en termes de prévoyance, comme on l'avait vu plus tôt. Il y a des effets de rétroactivité à prendre en compte, ce n'est pas les mêmes durées de couverture. Et aussi, notamment pour la FPE, dans les accords qui sont sortis pour la FPE,
il y a vraiment eu une mise en avant de la qualité de la gestion dans la réponse aux appels d'offres. Il y a pas mal de points qui sont donnés justement à cette qualité de gestion. En plus de la gestion, cela va aussi impacter la partie tarification, évidemment, parce que la connaissance des portefeuilles actuels va évoluer, notamment on était plus sur du facultatif et de l'individuel, on va passer sur du collectif et peut-être de l'obligatoire aussi. Donc ça va forcément aussi impacter les bases tarifaires. Donc plus, ce ne sera pas forcément les mêmes populations, notamment on pense aux ministères qui sont très centralisés sur des régions ou même sur la FPT ou même sur la FPH où ce n'est pas la même population. Et il y a aussi du coup la mise à jour de tous les outils de tarification pour prendre en compte toutes ces spécificités. En plus de cela, on sait déjà pour la FPE la partie appel d'offres, comme on l'a vu plus tôt, il y a une mise en place d'une commission de pilotage et de suivi auquel vous devez participer et qui demande assez de rapports pour voir justement le suivre. En plus de cela, il y a les appels d'offres ne sont pas forcément compliqués, mais c'est un process assez lourd, on va dire, en termes de demande, en termes de rendu. Il y a pas mal de critères. Alors, pour la FPE, en tout cas, c'est très documenté. Il y a pas mal de critères de sélection liés aux candidats, liés au contrat. Il y a une maîtrise financière à démontrer. On a déjà parlé de la qualité de la gestion à démontrer. Et des garanties professionnelles et financières. C'est tout un process et il faudrait mettre en place, du coup, peut-être mettre en place une cellule dédiée justement à ces appels d'offres et aussi avoir une veille commerciale sur tous les appels d'offres publics pour justement avoir la connaissance de tous les appels d'offres et faire un choix entre les marchés sur lesquels vous voulez vous positionner. Et pour revenir aussi au degré de solidarité, aux 2% des cotisations concernant la solidarité pour les retraités, merci. Il y a vraiment aussi, ça permettrait vraiment aussi de se démarquer par rapport à d'autres concurrents concernant les appels d'offres, et c'est vraiment il y a vraiment quelque chose à faire, on pense, sur cette partie. Cette partie commerciale, elle est vraiment transverse. Puisque ça va toucher à la fois, il va falloir avoir des gens qui vont aller expliquer des chiffres, il va falloir que le commercial aussi travaille avec la gestion. Donc, il y a vraiment un aspect transverse fort. Aujourd'hui, quand il y a certains d'entre vous qui sont en direction de souscription, on a l'habitude de ces process-là. On est prêt sur des grands comptes à répondre à ces éléments-là. On a l'habitude potentiellement aussi des branches professionnelles. Et donc, ces aspects-là, on les maîtrise en partie et on a quelque part un peu les process et les outils. Quand tu es taille un peu plus intermédiaire, on n'est pas forcément encore sur ces aspects-là. Et là, il y a un vrai sujet pour nous. Au-delà de ça, finalement, il y a d'autres acteurs qui ont la tarification, ont les données techniques parce qu'ils ont les populations et savent à peu près comment elles se comportent. Et ce n'est pas forcément les mêmes, on est plutôt sur les acteurs mutualistes. Et donc, du coup, on a des visions tarification d'un côté, commercial de l'autre. C'est assez intéressant de voir comment tout ça va évoluer et va être mixé. Alors, il y a un dernier aspect qu'on a remis qui est vraiment l'aspect juridique. Parce que juridiquement, on est sur des populations très particulières. Un fonctionnaire n'est pas un salarié. On est sur du marché public. Donc, le marché public ne se traite pas comme un appel d'offres classique. Et donc, on est sur un point de vue très, très particulier. Et donc, il ne faudra pas oublier dans tous ces impacts-là d'aller bien creuser les points qui se cachent derrière. On a des décrets, des accords, il y a du détail. Il va y avoir des chevauchements de dates, il va y avoir des éléments qui vont finir, etc. Donc, il y a aussi une veille juridique et un accompagnement juridique à prévoir qui nous paraît aussi relativement intéressant et important à ne pas oublier dans l'escarcelle du sujet de la fonction publique, que ce soit d'État, territorial ou hospitalière. Alors,
en conclusion de ce panorama de ce premier accord et des premiers éléments techniques qu'on a à disposition, si vous ne l'avez pas encore fait, on a vraiment un sujet pour nous qui nous paraît important, qui est de réussir à éclairer la prise de décision. Si vos organismes n'ont pas encore décidé d'aller ou de ne pas aller sur ces sujets-là, il va vraiment falloir prévoir une montée en compétence des élus parce que c'est un sujet plus compliqué que ce qu'on peut traiter d'habitude, parce que c'est plus compliqué d'un point de vue risque, mais c'est une vraie décision stratégique d'aller sur ces marchés-là. Du coup, pour éclairer un élu, il y a un outil qui s'appelle l'ORSA et des impacts tarifaires à calculer. Et vraiment, pour cette année, peut-être déjà commencer à réfléchir à comment ces scénarios vont être intégrés, comment vous allez pouvoir aller projeter votre activité et déjà identifier quels sont les impacts sur vos portefeuilles, quelles sont les poches de portefeuille qui sont concernées par les réformes, sachant que la réforme, à nouveau, n'est pas immédiate. On a un tout petit peu de temps. Alors, petit, parce que potentiellement, on a un ministère de l'Intérieur qui fera son appel d'offres début d'année ou fin d'année. Donc, voilà. Et la fonction publique territoriale, peut-être que les mécanismes qui seront mis en œuvre débuteront plus rapidement. Donc, vraiment, il faut être prêt rapidement. On a finalement, une fois qu'on a décidé d'y aller, des travaux de montée en compétences de l'ensemble des équipes. Ça veut dire s'assurer qu'on a les bonnes compétences juridiques, qu'on a les bonnes compétences actuarielles, que le réseau commercial sait parler aux fonctionnaires, sait parler d'un fonctionnaire, d'un agent. Et puis, on a dit que c'était aussi peut-être, on parlait toujours de ces aspects de gestion. Donc, est-ce qu'on a des partenaires de gestion qui savent gérer ces populations-là? Est-ce qu'on n'a pas besoin de réassurance? Parce que on a dit que le risque était potentiellement long. Les réassureurs peuvent avoir des bases de données et peuvent avoir une idée de la couverture et peuvent vous accompagner aussi sur ces sujets-là. Voir, et ce n'est pas fermé dans l'accord, est-ce qu'on peut pas faire des réponses communes pour répondre et aller capter des marchés sur un territoire ou sur un ministère. Donc, il y a aussi une recherche de partenaires qui nous paraît intéressante à aller mener au-delà de simplement l'aspect technique et de développement tout seul. On peut aussi aller chercher les éléments. Puis, dernier point, on va devoir attendre aussi les accords définitifs sur la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et à nouveau, on reviendra vers vous pour vous éclairer sur ces accords quand on les connaîtra et qui seront validés, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points qui sont encore en suspens et qui feront peut-être que ça sera plus ou moins risqué ou plus ou moins intéressant avec certains mécanismes prévus à l'intérieur. Là, on est encore dans l'expectative en dehors de ce qu'on vous a présenté sur la fonction publique d'État, qui est un sujet qui sera, d'un point de vue technique, très, très, très intéressant pour nous d'aller regarder d'un point de vue tarifaire. Ce qui veut dire qu'en termes de chantier, vous avez énormément de choses à mettre en œuvre rapidement. Allez vérifier que vos process de souscription sont carrés, qu'il faut aller chercher ces éléments-là, que vos process tarifaires sont en cours, que vos process ORSA intègrent bien ces éléments-là, que vos portefeuilles, vous les connaissez, et peut-être se relancer dans la création d'offres. En tout cas, pour nous, c'est une vraie opportunité de développement pour ceux qui n'y sont pas. Et il y a un vrai sujet de défense de portefeuille et de connaissance du risque encore plus précis pour tous les acteurs qui sont déjà sur ces marchés. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et si vous avez besoin d'accompagnement sur ces points-là. On sera vraiment très heureux de vous accompagner pour ces points qui nous passionnent aussi. Et j'espère que ce matin, on vous aura montré, éclairé en tout cas sur les derniers accords et sur les éléments de ces évolutions en cours sur la fonction publique pour d'ici 2026. Voilà, merci beaucoup à tous. Si quelques-uns ont peut-être des questions ou des éléments, on peut peut-être essayer d'en prendre quelques-unes, si vous avez. Un ou plusieurs assureurs. Alors, on a deux questions du coup, un ou plusieurs assureurs. Alors, je crois que dans l'accord, alors si la question s'adresse peut-être sur la fonction publique d'État, je crois qu'il n'y a rien qui était précisé. Je pense qu'on pourra y aller à plusieurs. Après, il faut voir les mécanismes. Il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose qui soit réellement prévu, imposé. Mais l'accord étant plutôt précis,
si rien n'est écrit, je pense qu'on pourrait y aller à plusieurs, tel qu'on peut le voir aujourd'hui sur certaines branches ou certains ministères. A priori, la main est laissée justement au ministère lors de l'appel d'offres, s'ils acceptent un ou plusieurs assureurs, vu comment c'est écrit en tout cas aujourd'hui dans l'accord. Alors, le principe de la labellisation pour la fonction publique territoriale, quand on regarde a priori, il sera maintenu parce que les accords font référence à des contrats individuels aussi. Donc, a priori, il y aura potentiellement un maintien de ces dispositifs, à avoir peut-être une évolution selon la solidarité qui sera inclue en cas de contrat collectif obligatoire. C'est vrai qu'on avait une interrogation au début et a priori, ce mécanisme-là serait bien maintenu. Alors, il y a une question aussi sur l'analyse du portefeuille par connaissance, améliorer la connaissance du client. Est-ce que c'est via un outil de CRM, par exemple? En fait, quand on parle de connaissance client et quand on parle de connaissance du portefeuille, on est plus dans l'analyse du risque technique. On est technicien, mais c'est vrai que vous avez besoin de connaître vos clients, mais que ce soit vrai pour la fonction publique ou pour les salariés ou pour l'individuel, hein, c'est vrai pour tous les types de risques. Et finalement, connaître son client d'un point de vue risque, c'est savoir si on va prendre un risque à répondre ou pas. Mais c'est aussi savoir s'il est plus féminin, plus masculin. Et donc, en fait, on peut passer par votre outil de CRM pour connaître le client, mais on va surtout passer, nous, actuaires, par les bases techniques et par les éléments que vous avez pour aller suivre vos suivis techniques qui existent dans vos différents organismes. Alors, pensez-vous qu'une mutuelle locale peut cibler la fonction publique d'État? Alors, ça, c'est une bonne question. Cibler le ministère de l'Éducation nationale avec 1,4 million de fonctionnaires, ce n'est peut-être pas la bonne idée. Si vous êtes une mutuelle locale de taille intermédiaire, peut-être qu'il y aura des ouvertures. Les accords ont l'air d'être conclus plutôt au niveau des ministères, donc vraiment à un niveau assez haut. Et donc, quand on est petit, on n'a pas forcément la surface financière pour y aller. Et du coup, une mutuelle locale pourra certainement aller faire de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière selon comment les appels d'offres seront réalisés au niveau des hôpitaux ou au niveau des régions. Enfin, il faudra voir quel dispositif est mis en œuvre. Mais en tout cas, une mutuelle locale aller sur la fonction publique d'État, on n'a pas forcément, selon la taille, on n'a pas forcément les fonds propres pour y aller. Après, il existe aussi des petits ministères, parce qu'on on parle de 50% avec le ministère de l'Éducation, mais il y a des petits ministères qui existent. Après, tout dépend aussi de s'il n'y a pas des regroupements de ministères, justement, pour ces petites populations. Peut-être que les ministères vont se regrouper et du coup, la possibilité d'entrer sur ce marché n'existera pas. Tout dépend en fait de comment les appels d'offres seront faits et s'il y a des regroupements ou pas entre les petits ministères. Alors, a priori, il n'y a plus de questions. En tout cas, nous, on vous transmettra le support et le replay sera accessible sur notre site. Vous recevrez tous les éléments à partir du moment où vous étiez inscrit sur vos boîtes mail dans la semaine, enfin, en tout cas rapidement. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous aviez d'autres questions que vous vouliez nous poser. On sera ravis de vous répondre, Morderay et moi, sur ces sujets. En tout cas, merci beaucoup et très bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Bonne journée.